L'aide financière de la CEDEAO au pays du Sahel suscite beaucoup de commentaires. Une enveloppe d'1,9 million pour chaque pays, destinée, dit-on, à la lutte contre le terrorisme, dans un contexte où la communauté sous-régionale refuse toujours de reconnaître certaines de ses autorités, les autorités des États bénéficiaires, comme le Niger. Décryptage d'une générosité qui fascine autant qu'elle inquiète, avec deux de nos consultants préférés au plateau. Innocent Pato est avec nous. Innocent, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour chers téléspectateurs, bonjour le co-débatteur pour ne pas donner le nom, parce que Gilles est prêt pour me donner un coup de poing là, alors vous aurez à le découvrir. Son Excellence est absent aujourd'hui pour des congés de fin d'année. Il ne sera donc pas avec nous. Je crois que les congés de fin d'année sont très bons pour nos enfants, les élèves, les étudiants, les collégiens et les écoliers. C'est eux qui prennent le congé de fin d'année pour fêter Noël et Nouvel An. En tout cas, voilà. Je les souhaite. C'est fait très bon. En tout cas, Sophie Oukekwe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo, Innocent Pato, journaliste également, analyste politique. Nous débattons aujourd'hui de l'aide financière accordée par la CEDEAO au Mali, au Niger et au Burkina Faso. À quel jeu joue la communauté internationale en lien avec les sanctions qui sont toujours en cours? Mais justement, cela m'amène à vous demander comment vous justifiez, quelle justification la CEDEAO donne-t-elle à cette enveloppe qui est allouée à ces trois pays? Innocent Pato. Oui, mais avant d'arriver aux justifications, il y a lieu de se poser des questions sur l'esprit même de cette aide. Et pourquoi c'est en ce moment, quand le Mali, à lui tout seul, a essayé de mener la lutte proprement comme il se doit, et que les résultats sont clairs et visibles, et que les autres sont en train d'emboîter le pas au Mali pour essayer aussi d'avoir de très très bons résultats. Bon, il y a lieu de se poser des questions. Bon, maintenant, l'autre question, c'est de savoir, quelqu'un qui ne t'aime pas, il dit, il ne t'aime pas, il dit, il vient t'aider. Alors là, tu dois avoir peur. Parce que avant d'apporter une aide, il faut exprimer le bon cœur. Il faut le faire de bon cœur parce que là, c'est comme c'est un piège qu'on te tend. Et donc, on n'a jamais dit qu'elle n'aime pas les États du Sahel. Il y a un adage qui dit aussi qui aime bien châtie bien. Châtie bien, ça c'est votre interprétation de la chose. Mais jusqu'à preuve de contraire, il y a un bon nombre de pays de la CEDEAO qui ne sont pas encore prêts à reconnaître les autorités, particulièrement au niveau du Niger. Bon, maintenant, qu'est-ce qui peut justifier cette décision de la CEDEAO de venir en aide au Mali? C'est peut-être une façon de se racheter et de se dire, écoutez, à un moment donné, nous aussi on a essayé de contribuer d'une manière ou d'une autre dans ce résultat qui est en train de pointer à l'horizon. Mais je me dis que le travail est déjà en cours et ne sachant que faire, la CEDEAO décide, toute honte brue, de venir un peu en aide à ces pays. Bon, maintenant, est-ce que les montants peuvent répondre justement par rapport à l'ampleur de la situation sur le terrain? C'est aussi une autre question à se poser. Et l'autre question également, c'est que pourquoi à la veille du sommet des chefs d'État? Parce que là, nous attendons beaucoup de ce sommet des chefs d'État. Il y a urgence. Et donc, ce n'est pas l'argent là qui viendra faire quoi que ce soit. Et je crois que nous attendons beaucoup plus de ce qui sortira de la réunion de ce jour à Abuja. Les montants dont il est question par votre presse, on apprend qu'il s'agit d'1,9 million de dollars pour chacun de ces pays. Et le Burkina a 1 million de dollars en surplus en raison du nombre plus important de ces réfugiés. Sogoyou Kegewe, de quel œil vous voyez cette aide? Quand je vous ai envoyé ce thème, j'ai beaucoup ri moi-même. Vous parliez de la dernière cigarette de condamné à mort. Oui, parce que vous voyez, nous savons, nous tous, que la CEDEAO, ça ne vaut rien, c'est une coquille vide. Vous en parlez comme si c'était une organisation sérieuse et autonome. Si la CEDEAO dit qu'elle donne l'argent à ces trois pays, c'est qu'elle a reçu l'ordre de qui vous savez. Par exemple, aujourd'hui, il y a le sommet à Abuja. On ne sait pas encore ce que Macron a donné comme instruction. D'habitude, de Paris, Macron annonce d'avance ce que la CEDEAO va décider à ces réunions. Donc, aujourd'hui, Macron, je crois qu'il n'a pas eu le temps de nous faire le scoop
de ce que la CEDEAO va décider. Mais sachez que la CEDEAO n'étant pas une organisation indépendante qui peut décider quoi que ce soit d'elle-même, a reçu les ordres de quelqu'un pour faire cette injure colossale. C'est une injure colossale au Mali, au Burkina et au Niger de proposer leur donner 1 900 000. Ça veut dire quoi? Moi, je me dis peut-être qu'ils voulaient parachuter ça aux terroristes et c'est tombé en ville. Ils ont dit non, on voulait vous donner ça, c'est à vous. Sinon, ça veut dire quoi? Le terrorisme ravage ces pays depuis combien d'années? La CEDEAO n'a rien donné, pas même un mot de compassion. Et tout ce qui est nuisible aux terroristes est nuisible à la CEDEAO. C'est pourquoi toutes les forces hétéroclites occidentales qui étaient venues piller ces pays, il n'y avait que des orpailleurs, des coureurs de jupons dans les boîtes de nuit dans les capitales. Quand ces pays en avaient marre et leur ont dit de partir, la CEDEAO en est tombée malade. Parce que c'est ses complices pour mettre à genoux ces pays. Et aujourd'hui, pendant qu'ils ont fermé les frontières pour que tous les Nigériens meurent s'il le faut, ou que tous les Nigériens soient affaiblis de telle sorte que les terroristes puissent prendre Niamey, ils ont fermé même au niveau de l'UEMOA la possibilité pour le Niger de gérer son propre argent. Le $1 900 000, ils vont l'amener comment au Niger? Dans une mallette, puisque le circuit bancaire ne marche pas au Niger pour que les Nigériens puissent avoir accès à cet argent. Alors, c'est pourquoi je t'ai dit, le $1 900 000, c'est la cigarette, la dernière cigarette aux condamnés. Tu sais, quand tu es condamné à être fusillé, pendu, à la dernière minute, on te demande, écoute, si tu as un dernier vœu, tu nous dis, on l'exécute. Il dit, oui, je veux une cigarette. Bon, on lui amène la cigarette, gentiment, on la lui allume, et après on te fusille. Donc c'est la cigarette du condamné, les $1 900 000, c'est la cigarette du condamné, parce que pendant qu'ils font les nouveaux, les bons samaritains, mais on entend toujours des bruits de bottes dans les pays environnants qui en veulent ou qui veulent attaquer le Niger. C'est maintenant qu'on invite les chefs d'état-major de tel pays terroriste, à venir se promener à la frontière du Niger. Dites-moi où est le sérieux? Moi, je ne suis ni malien, ni nigérien, ni burkinabé. Je vous jure que j'aurais ramené le $1 900 000 de la CEDEAO à Abuja pour leur distribuer ça dans la salle, au chef d'État là. C'est quoi $1 900 000? Gilles, dis-moi quel problème ça résout pour lutter contre le terrorisme. $1 900 000, c'est environ 1 milliard de francs CFA. 1 milliard 200. Si tu prends à 650 le dollar, ça fait 1 milliard 200 et quelques millions. Dis-moi concrètement. Concrètement. Pour des pays qui ont enduré l'enfer depuis plus de 10 ans, ils font des efforts. On chasse tout. Mais attends. Et ils disent aujourd'hui que c'est des putschistes. Mais quand le terrorisme a commencé, ce n'est pas des putschistes qui étaient au pouvoir. C'était des présidents très démocratiquement élus, comme dirait Maman à propos des gens du Gondwana. Hein? Très démocratiquement élus. La CEDEAO n'a rien donné, ni à Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta. Elle n'a rien donné à Roch-Marc Christian Kaboré. Elle n'a rien donné à chose, même à Bazoum pour lequel les gens semblent se battre aujourd'hui, ou bien on lui donnait, bon, lui mettait dans la poche. Donc, dis-moi maintenant, autant des présidents très démocratiquement élus, la CEDEAO n'a rien donné. Mais quand vous dites rien, il me semble que c'est un peu caricatural, parce que les premiers soldats qui ont coupé la route des djihadistes qui descendaient sur Bamako avant l'arrivée des soldats français, il me semble que c'était des troupes de la CEDEAO. Mais attends, qui descendait sur Bamako? Il y avait 2 jeeps qui ont été repérés roulant vers Bamako. En temps normal, ils roulent par jour plus de 20, 30, 50 bus sur jeep sur Bamako. Ça, tout le monde connaît le montage. Il n'y avait aucun jeep, aucun terroriste qui marchait sur Bamako. C'est la même rengaine qui nous ont sorti pour pouvoir assassiner facilement Idriss Déby. Des jeeps déferlaient sur N'Djamena. Alors, Idriss Déby, en bon guerrier, se lève, il va au front, et on le traque là-bas, on le tue. Pendant que son fils, assoiffé de pouvoir, guettait qu'on tue papa pour le nommer président. Et il est assis tranquillement,
reçu toujours à l'Élysée avec toutes les accolades, tous les honneurs, tous les tapis rouges. Donc, arrête cette fable de djihadistes qui déferlaient sur Bamako. Et la CEDEAO n'a rien fait. Les seuls soldats qu'on a vus qui se sont battus là-bas, je crois que c'est les Tchadiens. Les Tchadiens ne sont pas dans la CEDEAO. La CEDEAO, j'ajoute, elle n'a rien fait pour soulager les souffrances de ce pays. Elle a toujours joué à augmenter plutôt les souffrances des 3 pays martyrs. Pour nous, c'est des pays martyrs, mais leur martyr nous dirige vers une indépendance réelle de l'Afrique. La CEDEAO n'a qu'à aller renouveler son abonnement à la France-Afrique. Ils n'ont qu'à aller se faire donner des bureaux à l'Élysée comme adjoint de Macron. Sinon, ils ne sont rien. Ces présidents-là, ils sont quoi? Innocent Pato, vous pensez donc, vous aussi, que cette enveloppe, c'est beaucoup plus le baiser de Judas que la stratégie du bâton de la carotte? Non, je n'ai pas envie de dire qu'on joue à la comédie au niveau de la CEDEAO. Mais ça ressemble à une comédie. Si vous voyez un peu les choses, quand l'armée malienne a pris Kidal, quelle a été la réaction de la CEDEAO? Pas un simple communiqué. Pas un simple communiqué. Alors je me pose la question de savoir, est-ce qu'ils sont sérieux au niveau de la CEDEAO? Cela aurait suscité des manifestations gigantesques au niveau de la CEDEAO, tout comme au niveau de l'Union africaine. Parce que c'est vrai que la CEDEAO est partie sur le principe du développement économique. Mais quel développement peut-on avoir quand il n'y a pas la paix, quand il n'y a pas la sécurité? Voilà une armée toute seule, après des comédiens qui étaient là pour tenter de les aider depuis 2013. Ces comédiens n'ont pas réussi à les aider à libérer Kidal, mais eux tout seuls, ils ont réussi à libérer Kidal. Mais on n'a pas levé le petit doigt pour applaudir ou pour dire quoi que ce soit. Et subitement, on dit, on vient apporter de l'aide. On apporte de l'aide à qui concrètement? À la junte qui est au pouvoir. C'est la même CEDEAO qui dit, je ne reconnais pas la junte. Est-ce à dire que peut-être on remettra l'argent aux lieutenants de Bazoum qui sont à l'international et qui se la coulent entre les différentes capitales, puisque d'ailleurs on nous annonce qu'au sommet de la CEDEAO aujourd'hui, il y aura un de ces ministres qui sera avec les personnalités. Donc on se pose encore des questions de savoir, est-ce qu'ils sont toujours dans le schéma de leur intervention, et dès qu'ils auront réussi leur intervention, ils vont remettre l'argent aux éléments de Bazoum ou autres, parce que franchement on ne comprend plus rien à quoi joue sérieusement la CEDEAO. Mais bon, je voudrais m'interroger aussi sur la provenance de ces fonds. Où est-ce que la CEDEAO a pu mobiliser ces fonds? J'étais déjà dit que la CEDEAO n'est pas une organisation autonome. Même dans son siège à Abuja, c'est d'autres pays qui payent. Quand ce n'est pas les Chinois, c'est les Français, c'est l'Union européenne. Ils n'ont rien. Ne me dis pas qu'ils ont cet argent. Ils l'ont pris où, justement? Non. Tu poses une bonne question. Ils ont donc des ressources prélevées directement sur les taxes de douane des différents pays. Je t'ai dit que même le siège, c'est les Chinois qui construisent. Tu le sais, non? Où ils ont même déjà fini de construire, ils ont truffé de micros partout, aux grandes dames des membres de la CEDEAO, qui n'ont même pas un ingénieur capable de leur dire qu'il y a des micros dans les murs. Je t'ai dit, la CEDEAO... Cette information a été démentie par les Chinois en son temps. Attends, donc... si les Chinois n'avaient pas démenti, ce serait grave. Les Chinois, tu connais les Chinois? Ils ne peuvent que démentir. Et je trouve ça normal. Tu confies une maison comme ça à construire à quelqu'un et puis il n'y a aucun contrôle, tu le laisses faire ce qu'il veut. Donc, l'argent, il vient d'où? Il vient du donneur d'ordre. J'ai dit, attends, ils sont là-bas actuellement. On va voir ce que Macron leur a dit de faire. Le communiqué qui va sortir, il vient de l'Élysée. Il n'y a pas de CEDEAO. Le communiqué sortira de l'Élysée. Oui, mais excellence, ce n'est pas caricatural. Non, ce n'est pas caricatural. Tous les faits de la CEDEAO. Non. Quand Macron nous avait, dans le cas du sommet Accra, nous avait dit ce qu'il a dit au président de la CEDEAO, au président Akufo-Addo, ce qu'il a dit de prendre comme décision et sanction contre le Mali. Je caricature quoi maintenant? Le caricaturiste, c'est Macron, c'est pas moi. Je caricature quoi? Tous les sommets qu'ils font, c'est Macron qui donne les ordres. Donc, on attend le sommet
J'espère que d'ici l'après-midi, il y aura le communiqué. Et je te jure que si tu vérifiais la source, tu verrais que c'est un mail, un fax venu de l'Élysée. Mais au même moment, Innocent Pato, mais si c'est vrai ce que vous disiez tantôt, qu'un ministre de Bazoum est autorisé à suivre ces réunions, il faut quand même s'interroger 1000 fois. Ah oui, de toute façon, il y a de quoi. Mais avant d'aller sur ce point, je voudrais revenir sur le financement. C'est vrai que la CEDEAO a un très bon mécanisme de financement par les prélèvements communautaires. Mais depuis le Covid, vous devez comprendre que ce mécanisme doit prendre un coup. Parce que il y avait pour difficulté au niveau des importations et autres. Mais parallèlement à ces prélèvements communautaires... Il y a certaines même frontières fermées. Hein. Voilà. Il y a les bailleurs de fonds qui viennent en aide à la CEDEAO. Et dans le cas d'espèces, je peux me tromper, mais je crois qu'avant l'annonce, il y a eu une réunion au mois de septembre avec l'Organisation des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme. Et donc, déjà à ce niveau, au mois de septembre, il y a eu un protocole qui a été signé. Alors, est-ce que ceux-là n'ont pas joué d'une certaine manière afin qu'il y ait des fonds au niveau de la CEDEAO? Sinon, on ne peut pas comprendre que la CEDEAO puisse avoir ce montant-là disponible et à le jeter au niveau des pays qui prétendent ne pas aimer. Tu demandes pourquoi, si c'est vrai, si un représentant de Bazoum est là-bas. Mais ça confirme ce que je dis. C'est les ordres de Macron. Bazoum, c'est la femme préférée de Macron. Il ne peut pas abandonner sa femme en plein vol, comme il a abandonné les Maliens. Donc, il doit la protéger jusqu'au bout. Donc, si un représentant de Bazoum est à Abuja, à l'heure où nous parlons, ça confirme ce que je dis, qu'ils reçoivent les ordres. Comme Macron ne peut pas venir lui-même, il envoie quelqu'un. C'est tout. Mais l'aide financière uniquement à ces 3 pays, est-ce que vous pensez que c'est équitable? Parce que le terrorisme a dépassé les frontières du Sahel désormais. Le Bénin est touché, le Togo est touché. Le Ghana même est touché. Dans une certaine mesure. Mais est-ce que l'enveloppe... Non, dans le Bénin, le Togo et le Ghana, on n'a pas encore tué la moitié de la population. Donc au niveau de la CEDEAO, on ne sent aucune urgence. On n'a pas encore tué la moitié de la population. Les terroristes n'ont pas encore pris des villes, des villages, des régions. La CEDEAO doit les laisser libres, leur laisser libre cours, occuper nos pays au quart, au tiers, avant d'envoyer peut-être un jour 1 500 000 francs CFA. Tu comprends ça? La CEDEAO ne veut pas lutter contre le terrorisme. Elle intervient, si c'est le cas, dans les pays qui sont en train de vaincre le terrorisme. Pourquoi elle intervient? Djibo, elle a donné combien? Les 3 000 terroristes, les 1 900 000 ne suffit pas, ça ne fait pas 1/10 de ce qu'il faut leur payer. Les 3 000 terroristes qui couraient sur Djibo. Donc, écoutez, je dis, c'est une farce de très 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 mauvais goût, d'autant plus que s'ils ont pris conscience aujourd'hui et veulent aider ces pays, ils n'ont qu'à enlever les embargos scélérats assassins qu'ils appliquent aujourd'hui contre le Niger. Ça serait une preuve de leur bonne foi et nous tous, nous serions ici en train d'applaudir. Je reviens un peu sur la question de la présence du ministre nigérien à Abuja. Ce n'est pas nouveau. Déjà en septembre, à la session des Nations Unies, il y avait des lieutenants de Bazoum qui étaient dans les couloirs. Et le chef de la diplomatie américaine à l'époque, Anthony Blinken, avait tout fait afin que le Niger puisse avoir la parole à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a négocié avec les différents chefs d'État de la CEDEAO. Mais les jusqu'au-boutistes sont restés fermes sur leur position pour dire que non, entendez, écoutez, nous sommes formels, il faut qu'on rétablisse Bazoum sur la selle, afin que sinon personne d'autre, à part les éléments de Bazoum, ne peut pas parler. Ça confirme un peu ce que dit. Ils sont en train d'aggraver le cas de Bazoum, parce que moi je dis, s'ils étaient passés par la diplomatie depuis le début, Bazoum et sa famille seraient libres dans un pays de son choix, au niveau de la CEDEAO ailleurs. Mais aujourd'hui, plus le temps passe, on découvre les forfaits de Bazoum. Il est question maintenant d'un procès. Ils vont faire quoi? Ils vont faire sauter la Légion sur Niamey. Ils vont envoyer une bombe atomique. On va le juger. Bazoum, c'est un terroriste. Confirmé. Un détourneur de fonds massif. Confirmé. Si la junte, si les militaires ne le jugent pas, mais là, c'est déjà une très grande faveur dont la CEDEAO devait se contenter. Parce que chaque membre de la CEDEAO, ils savent ce que c'est si on juge Bazoum. Moi, je crois que
ces gens-là ne font absolument rien pour aider Bazoum. Ils font plutôt tout pour énerver davantage et les militaires et la population contre Bazoum. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent participer à notre forum. Vous connaissez le contact plus 228 96 08 43 43 96 08 43 43 précédé de l'indicatif 228. Si vous nous suivez en direct, c'est les dimanches à partir de 12h12 et nous nous ferons le plaisir d'envoyer votre contribution à partir de 13h10 dans la seconde partie. Et si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de soutenir cette émission, d'envoyer un petit cœur ou un petit pouce à l'ambassadeur, il prend les deux sans problème. Votre pouce, votre soutien à cette émission. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir en temps réel nos programmes et partager cette émission pour porter loin la voix de l'Afrique. Une petite question. Oui. La CEDEAO veut aider des pays membres de la zone CFA. Tu ne t'es pas demandé pourquoi c'est libellé en dollars? Tu ne t'es pas posé la question? Très belle question. Ça veut dire que même ils savent que le CFA, il est mort. C'est un cadavre, le CFA. Ce qui fait le plus peur à Paris, le CFA est en train de mourir. Que la CEDEAO, esclave, exécutant intégralement tous les désidératas de Macron, donne de l'argent en dollars dans un pays CFA. Bon, il n'est pas dit que l'argent est donné en dollars. Non, l'annonce a été faite en dollars. En dollars, pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas l'exprimer en CFA? Une petite multiplication, 1 900 000 fois 600 ou 650 selon le cours du dollar. On ne peut pas le faire pour nous donner le montant en CFA puisque nous sommes les esclaves de la monnaie Adolf Hitler. Ils devaient mettre ça dans la monnaie Adolf Hitler pour nous dire. Innocent Pato, est-ce que la CEDEAO n'avait pas meilleure aide à faire à ces trois pays plutôt que de l'argent? Moi, je pense sur le plan symbolique, les plaintes de ces pays contre les puissances étrangères, les différents pays, les trois, disent que le terrorisme a ses sources dans l'impérialisme pénitent. Pourquoi la CEDEAO ne se saisit pas de ce dossier pour techniquement chercher, fouiller et valider ou infirmer ces accusations pour qu'on s'attaque maintenant à la meilleure stratégie de repousser les terroristes en connaissance de cause plutôt que de donner de l'argent en l'air? Oui, et si je ne vais pas trop vite en besogne, je dois dire que la réunion d'aujourd'hui de la CEDEAO sera une réunion très très capitale. Ça va chauffer. Que ça chauffe ou pas, la décision finale de cette réunion aura à prédéterminer de beaucoup de choses sur le continent africain. Et surtout au niveau de la sous-région ouest africaine. Parce que quoi? Vous amenez de l'argent dans un pays où les frontières sont bloquées. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Même les produits de première nécessité ne peuvent pas arriver. Il n'y a aucune trêve. Vous voyez? Et donc, actuellement, c'est comme si on se moquait de ces peuples, particulièrement du peuple nigérien. L'idéal aurait été quoi? Qu'on fasse tout, qu'on patiente un peu, et que là, aujourd'hui, tout le monde puisse militer à la levée des embargos. Et maintenant, après la levée des embargos, réfléchir sérieusement par deux voies, la voie militaire, la voie diplomatique, pour voir dans quelle mesure on peut repartir sur de nouvelles bases. Surtout que les forces étrangères ont quitté les trois pays, pour voir dans quelle mesure on peut repartir sur de nouvelles bases. Mais maintenant, dans la précipitation, on dit on va amener de l'argent pour essayer de lutter contre le terrorisme. L'argent seul ne suffit pas. Excellent. Mais les sous vont être gérés au Niger par quel gouvernement? Dans la mesure où la CEDEAO dit ne pas reconnaître Tiani et ses amis. Tu sais, la CEDEAO, finalement, on a l'impression que c'est un ramassis d'analphabètes qui ne connaissent rien en droit. Ils prennent les décisions dont ils ne connaissent pas la portée. Moi, je dis ceci. La CEDEAO a été créée majoritairement par des militaires, dont la plupart étaient des putschistes, oui. À la création de la CEDEAO. Tu sais qui était là-bas? On parlait de Moussa Traoré, à Champon, du Ghana. Yacimbe Yadema du Togo, Yakubu Gowon du Nigeria, comment on l'appelle? Mais je te dis... Mathieu Kérékou. Tous étaient des putschistes certifiés ISO. Est-ce que tu comprends? Si aujourd'hui, ces fantoches, soi-disant démocratiquement élus, ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller créer autre chose.
on va laisser les militaires créer la CEDEAO ou diriger la CEDEAO. Parce que la CEDEAO des pères fondateurs n'a rien à voir avec leur lubie, avec leur méchanceté, leur cynisme, leur tendance à s'auto-détruire. Ces civils trop démocratiquement élus, ils n'ont qu'à quitter la CEDEAO, la laisser aux militaires qui l'avaient mise en place et qui savaient la gérer correctement dans l'intérêt des populations et non de 2 ou 3 chefs d'État. Bon, maintenant ma question, qui va gérer les fonds au Niger? Mais qui va gérer les fonds? J'ai dit, c'est pourquoi je dis on dirait qu'on a affaire à une bande d'analphabètes. D'ailleurs, je me pose même la question, est-ce que la CEDEAO a annoncé officiellement qu'elle veut donner l'argent? Oui, par votre presse, il me semble que c'est un discours du président de la commission, Oumar Alou Touré, qui a annoncé Oumar Alou Touré là, c'est lui qui a fait le tour de toutes les capitales européennes pour demander qu'on crucifie le Niger. Lui, personnellement. Mais ces gens-là, Gilles, il faut les amener un jour à la CPI, c'est des criminels. Ce gars-là, dont tu viens de donner le nom, il est plus criminel que les chefs d'État. Il était en Italie, à une réunion, rien que pour demander la tête du Niger. Mais moi, si je suis Niger et on me dit que l'argent vient de ce type, je ne prends pas. Mais d'abord, techniquement, quelles autorités vont réceptionner ces non, mais enfin, moi, je suis tenté de te retourner la question, parce que il y a quelque chose de complexe dans ce qui se joue. Bon, est-ce que on le fait juste pour faire plaisir à la communauté internationale, à la communauté de la CEDEAO? Je ne vois pas ce que l'argent là va faire. Mais au même moment, les frontières sont fermées. Les produits de première nécessité n'arrivent pas à atterrir à Niamey ou à atteindre le Niger, tout comme les autres pays. C'est très délicat, très dangereux. Et à la longue, il y a lieu vraiment de situer les responsabilités pour voir qui a joué quel rôle à un moment donné et que les gens puissent répondre de leurs actes. Parce qu'effectivement, on finit par se rendre compte que, mais au niveau de la CEDEAO, ce ne sont pas nos chefs d'État. Ils sont là pour eux-mêmes, ou certains sont là pour eux-mêmes. Sinon, les chefs d'État que nous avons élus se doivent d'entendre nos cris de détresse. Nous sommes dans des situations difficiles. Nous étions avec Bazoum. On ne veut plus de Bazoum. Dieu merci, les militaires sont venus nous aider et vous nous dites non, il faut ramener Bazoum. Si on ne ramène pas Bazoum, c'est fini, vous fermez tous les robinets. On peut mourir, ça ne vous dit rien. Écoutez, vous avez vu les vidéos circuler sur les réseaux sociaux quand on a demandé à un chef d'État la clémence pour une dame. Vous avez vu sa réaction? Mais ce monsieur, il fait partie des gens qui demandent à ce qu'on remette Bazoum sur le plan. Si toi, tu ne peux pas pardonner, pourquoi tu veux qu'on pardonne à Bazoum? Ce n'est pas de la comédie, ça? Ben bon, comparaison n'a pas toujours raison. Ce que je voudrais vous demander, mais est-ce que cette annonce d'aide aux 3 pays du Sahel a un lien avec le sommet qui se tient aujourd'hui à Abuja? Est-ce que le ton de ce sommet va changer en considération des déclarations qu'on a eues, par exemple, du président en exercice Bola Tinubu, qui a dit finalement qu'il tient compte désormais des cris de son peuple? Est-ce que le ton de ce sommet va changer? Bola Tinubu, comme tout pays anglophone dans notre région ici, a quand même des reliquats démocratiques dans ses faits, gestes et déclarations. Parce que lui, il tient compte de la réaction de son Sénat, de son Parlement et de sa population, surtout les populations du Nord. Mais le pays à côté a la même configuration. On n'a jamais posé la question à un député. Au contraire, quand un député sort pour s'exprimer contre ça, ben, il est marginalisé, ostracisé. Et il n'y a pas de pardon. C'est un pays où pardonner devient un péché. Il n'y a pas de pardon. Et maintenant, les anglophones, le Ghanéen, il est devenu muet comme une carpe. Depuis que les Ashanti, le roi Ashanti a dit, arrête la plaisanterie, nous on n'est pas dedans. Donc, les pays anglophones qui connaissent au moins le sens de démocratie et de démocratiquement élus, on peut compter sur eux. Mais les démocratiquement nommés à l'Élysée, il n'y a rien à attendre d'eux. Il n'y a rien. Quand tu vois un petit Jojo à Saint-Pétersbourg qui refuse même de figurer sur la même photo que les 3 sauveurs de l'Afrique, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et les sauveurs de l'Afrique. Voilà. Actuellement, c'est les 3 sauveurs de l'Afrique. Et il y a un, Poutis d'ailleurs lui-même,
qui refuse de figurer sur la même photo qu'eux. Mais la CEDEAO est l'école des hautes études en hypocrisie. Je ne sais pas si le créateur des forces anti-putsch, qui est actuellement en train de faire un putsch contre son peuple, mais je ne sais pas si ce sera à Abuja. En tout cas, s'il va là-bas, comme d'habitude, la CEDEAO étant chargée de protéger les syndicats, c'est comme les familles mafieuses à New York. On se protège, on ne se tient pas la main. Mais s'il va là-bas, je ne vois pas un seul parmi eux en train de lui dire hey, mon ami Embalo, bon, va doucement, ton coup d'État constitutionnel risque de porter ombrage au coup d'État constitutionnel déjà consommé. Parce que ça rappelle aux gens ce que nous on a fait. Laisse ça. Mais ils ne le feront pas, ils vont le soutenir. Et tu sais qui la CEDEAO condamne là-bas? Les putschistes. Il n'y a jamais eu de putsch. Je ne connais pas un seul militaire intelligent qui veut faire un coup d'État dans un pays et qui va attaquer un commissariat de police. Il y a quoi là-bas? L'armurerie est là-bas? Leur chef, les généraux, est-ce qu'on les a enfermés au commissariat? Non, il n'y avait aucun chef militaire enfermé. Mais Embalo a besoin de ça aujourd'hui, comme il est conseillé par qui nous savons, hein, son frère Macky Sall et l'autre spécialiste du viol des constitutions. Mais on lui a dit, mais profite-en hein, pour te débarrasser de cette opposition qui t'a battu aux élections législatives. Voilà les gens démocratiquement élus. Si tu renverses Embalo aujourd'hui, on va dire « Ah, président démocratiquement élu ». Or, en 1980, Embalo, sachant qu'il perd les élections jusqu'au soir, il a ramassé des militaires, ils sont allés dans les bureaux de vote pour ramasser les urnes et le proclamer président. Voilà le président démocratiquement élu qui terrorise les dignes fils de l'Afrique dans le Sahel. Et dans ce plateau, est-ce qu'il faut mettre en lien l'aide du Niger avec le sommet de la CEDEAO d'aujourd'hui? On est tenté, mais est-ce que c'est de la plus belle manière? Je me pose la question. Parce que, pourquoi à la veille du sommet? Pourquoi à la veille du sommet? Et il y a un danger que je tente de voir venir. Parce que, au final, c'est comme si la commission de la CEDEAO fait ce qu'elle veut et les chefs d'État peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc, je ne vois pas de coordination au niveau de la CEDEAO. Autrement dit, on aurait pu patienter un tout petit peu, attendre les décisions de la réunion d'aujourd'hui et de voir dans quelle mesure, après, se réunir à nouveau peut-être, ou bien réunir les intelligences au niveau de la CEDEAO. Il y en a, hein, c'est vrai que la CEDEAO est malade, mais il y a des intelligences au niveau de l'institution et ces intelligences pourront réellement faire le travail et voir qu'est-ce qu'il faut concrètement pour ces trois pays. Est-ce qu'il faut juste aller injecter de l'argent pour de l'argent? Non, et on doit partir sur un programme, sur un plan bien défini, un plan d'action pour voir dans quelle mesure essayer d'éradiquer le problème de terrorisme au niveau de ces trois pays. Mais le terrorisme au niveau de ces trois pays, c'est pour toute la sous-région. Mais qu'est-ce qui va être dit on va faire le devin à ce sommet-là. Quelles sont les décisions probables qui vont sortir? Et il y a deux situations possibles. La situation des hommes intelligents qui partent d'une erreur du départ, essaient de lire ce qui se passe aujourd'hui et vont prendre une décision salutaire pour toute l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se joue au niveau de ces trois pays, c'est la situation des gens qui ont été laissés à eux-mêmes, mais au lieu de se décourager, ont pris leur mal en patience, ils ont pris leur courage à deux mains pour poser des actes qui, vraiment, je ne sais pas, épatent toute l'Afrique. Toute la jeunesse africaine se doit de saluer ce qui se joue au niveau des trois pays. Bon, maintenant, il y a la voix des cons, qui sera, et où il y aura toujours ces radicaux qui seront là. Voilà, c'est tout ça notre... Ce n'est pas la voix des cons, c'est la voix des gens corrompus par Macron. Ils ne sont pas cons, ils sont corrompus. Vous êtes un aîné, je vous le conseille. Oui, ils ne sont pas cons. Mais c'est pas de... Tout sauf cons, c'est des corrompus. Bon, donc il y aura ces gens-là qui vont vouloir toujours tirer la corde, oubliant qu'en tirant trop sur la corde, elle finit par rompre et ce n'est pas bon pour tout le monde. Mais mon petit homme me dit que la CEDEAO va former une commission ou envoyer une nouvelle médiation vers ces trois pays, en mettant peut-être à la tête le président togolais qui a été désigné pour ce fait. Peut-être, permettez. Je ne vois pas la chose, parce que les choses ont évolué. Hein, les choses ont évolué. Il y a même déjà une délégation américaine au niveau d'Abuja qui va beaucoup jouer. Et cette délégation américaine avait
joué au niveau lors du sommet des Nations Unies. Et vous avez vu le dernier développement avec la présence de l'ambassadrice des États-Unis au Niger. Et donc, les Américains veulent vraiment s'impliquer davantage parce qu'ils voient les Russes qui sont là. Donc, il faut qu'ils fassent, ils luttent, mais quelle sera maintenant leur position? C'est une question aussi qu'on peut se poser, on ne sait pas. Mais donc je crois que le travail est avancé suffisamment. Avec la du président nigérien au Togo, probablement qu'il est venu avec une feuille de route. Et il y avait déjà une feuille de route. C'est cette feuille de route que les Américains avaient présentée aux Nations Unies. Attends, Gilles, tu parles du président togolais. Excuse-moi, depuis le départ, il est le seul, contre tous, à dire: mes frères, gérons ça pacifiquement. Discutons avec ces pays, leurs nouveaux dirigeants, pour qu'on comprenne exactement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui a amené à ce coup d'État. Mais il semble qu'un des vieux sommeillards d'Abuja s'est permis de l'appeler pour lui faire des remontrances. Mais si toi tu es vieux, tu veux partir, il ne faut pas tuer les jeunes avant de partir. Si tu veux partir, tu as le droit de partir. Mais il ne faut pas massacrer la jeunesse nigérienne avant de partir. Tes sacrifices humains, ce n'est pas avec les enfants du Niger. Tu en fais beaucoup là-bas, on coupe les têtes pendant les élections. Donc, le président du Togo, si nous disons, on va dire, mais écoutez, qu'est-ce qu'il peut dire d'autre? L'arrivée de Tiani ici nous suffit largement. Ça veut dire que si on veut quelqu'un de bon conseil et de médiation, ce n'est pas la peine d'aller sur la Lune ou Jupiter ou Mars. Tiani est venu au Togo, il a été reçu comme il le méritait, il a vu lui-même l'importance de la communauté nigérienne au Togo, tout comme l'importance de la communauté togolaise au Niger. Comment des présidents peuvent prendre des décisions sans penser à leur population? Notre président pense à ses populations, il fait attention. Donc, mais tu vas voir, ils ne vont pas le solliciter parce qu'il y a des gens qui croient que c'est eux qui savent tout faire, qui peuvent tout faire. Ils sont de très grands pays, ils ont ceci, ils font croissance à 25% de chiffres. C'est eux qu'on risque d'écouter. Sinon, l'arrivée de Tiani ici ouvre la voie à toutes les négociations. La CEDEAO n'a pas assuyé, mais comme je vous dis, elle reçoit des ordres. Il faut maintenant voir. L'ordre vient de Paris. Pendant la guerre, il y avait des trains. On dit l'ordre vient de Paris, d'autres dans l'autre sens, c'est écrit l'ordre vient de Berlin. Maintenant, l'ordre vient de Paris. Mais si l'ordre dans le sens contraire venait de Abuja, nous tous on va applaudir. Ben, on verra. En tout cas, cette fois-ci, l'ordre viendra d'Abuja. Oui, les conclusions de ce sommet dans les heures à venir. Nous avons des correspondants sur place donc qui vont nous relayer en temps et en heure les grandes décisions de ce sommet, très attendu en tout cas. Hein. Ce sommet va soit donner les orientations claires, les nouvelles orientations de la CEDEAO ou plonger définitivement cette communauté. Hein. Oui, mais plonger la communauté, est-ce que c'est la meilleure voie? C'est vrai que la CEDEAO a des difficultés, elle est chancelante. Le grand frère dirait qu'elle est peut-être dans le coma, elle est dans un état comateux, mais on peut lui faire encore quelques perfusions avec de belles idées. Moi, j'ai foi. C'est vrai qu'il y a des enfants qui naissent et qui posent des actes qui font peur, mais je suis encore optimiste parce que nous avons besoin de la CEDEAO. Mais pour finir cette première partie, le cas bissau-guinéen va-t-il être abordé au cours de ce sommet et comment traiter cet abcès? Mais le cas bissau-guinéen ne peut pas ne pas être abordé. Ils ne peuvent pas. Ils aimeraient bien parce que ça les gêne un peu aux entournures. Le cas bissau-guinéen, c'est quoi? Embalo, je vous l'ai déjà dit ici depuis le début, hein, il est président d'un narco-État et que lui-même, c'est un narcotrafiquant. J'ai dit ça ici, c'est pas aujourd'hui, c'est pas parce qu'il a des problèmes que je le répète, non, j'ai dit ça ici. Embalo a pris le pouvoir en Guinée-Bissau dans des conditions inacceptables. La CEDEAO s'est précipitée à Bissau, on croyait qu'elle va écouter les deux parties et voir comment résoudre le problème. Et non, ils ont déclaré Embalo gagnant. Voilà pourquoi Embalo devient le plus zélé
des démocratiquement élus de la CEDEAO parce qu'il veut faire oublier lui-même sa lamentable prestation qu'il a amenée au palais présidentiel. Donc il fait la surenchère de la démocratie et du démocratiquement élu. Embalo est tout sauf démocrate. Un trafiquant ne peut pas être démocrate. Un cocaïnomane, ne peut pas être démocrate. Ils reçoivent les ordres de la Colombie avec les trafiquants et l'argent. Donc aujourd'hui, il a été renversé démocratiquement. C'est-à-dire qu'il a perdu la majorité à l'Assemblée et l'opposition est à l'Assemblée. Alors, cela l'empêche de dormir parce que dans son calcul, il doit rappliquer aux prochaines élections. Comment peut-il rappliquer quand l'opposition est déjà majorité à l'Assemblée? L'élection à la présidence, automatiquement, c'est pour le leader de l'opposition. C'est ça qu'il veut combattre. Et comme il a de très bons conseillers en la matière, tu vois ce qui arrive à Sonko, à Dakar, au Sénégal, c'est ça qu'il veut faire à Pereira. Il dit qu'il va arrêter. Quelqu'un a gagné les législatives. Il est président de l'Assemblée nationale. Tu inventes une histoire farfelue de coup d'État et tu dis tu vas l'arrêter. Et lui, il a dit, nous, on connaît nos droits et nos devoirs. J'espère que Embalo, il n'est pas francophone d'origine, mais j'espère qu'il a compris le message. Parce que toute la population, le peuple soutient le président de l'Assemblée nationale. Donc depuis quelques jours sur la Guinée-Bissau, c'est silence radio. Les communications même sont coupées. Voilà, il veut faire coup d'État en vase clos. Mais ça ne peut pas passer. Embalo ne peut pas réussir le coup d'État constitutionnel. Même si ses amis qui ont l'habitude d'envoyer 800 soldats à gauche, 800 soldats à droite, s'ils veulent, ils n'ont qu'à les envoyer à Bissau. Ils vont voir qui sont ces Bissau-Guinéens. Ils n'ont qu'à essayer. Innocent Pato, c'est clair dans la constitution bissau-guinéenne qu'on ne peut dissoudre l'Assemblée nationale qu'après 1 an d'exercice. Il s'en fout. Comment se fait-il que Umaru Sissoco Embalo prend une décision de dissolution de l'Assemblée nationale moins d'1 an avant, en tout cas, sa mandature? Il l'a fait parce que on finit par comprendre qu'au niveau de la CEDEAO, c'est un syndicat. Et autrement dit... Bon, il n'est pas dit que c'est la CEDEAO qui lui a demandé de prendre cette décision. Autrement dit, voilà un point sur lequel la CEDEAO se devait de réagir très rapidement. Très rapidement, avant même le sommet. Naturellement, avant le sommet. Et inscrire ce point-là à l'ordre du jour au niveau du sommet. Ne soyez pas surpris quand vous dites que ce point-là a été renvoyé pour un autre sommet, juste pour ne pas... Pour le laisser finir le coup d'État. Le travail qu'il a entamé. Et donc, vous voyez que, et quelque part, nous jouons à la complaisance au niveau de la CEDEAO. On a cité ici le cas Sonko, on a laissé faire. On a laissé faire. Mais non, écoutez, il faudrait un peu plus de sérieux. La CEDEAO a des têtes, il y a des hommes intelligents. Si nos aînés sont fatigués par l'âge, ou les responsables des commissions sont un peu fatigués par l'âge, qu'ils cèdent, qu'ils laissent le travail aux jeunes et qu'ils peuvent produire de très bons rapports, de donner de très bons conseils aux chefs d'État qui pourront agir comme j'ai écouté un universitaire nigérien au cours d'une réunion la dernière fois se plaindre du nombre d'expatriés, consultants, cadres de la CEDEAO. Il se disait, mais on ne peut pas avoir une organisation sous-régionale et avoir autant de personnel étranger. Étranger de quel pays? Je ne veux pas citer. Non, mais il faut citer. Oui, mais lui, il disait des Français. Donc, cadres travaillant à la CEDEAO, il dit, mais ils sont très nombreux. Que font-ils? Est-ce qu'on peut avoir... La France n'ayant plus les moyens de sa politique avec plus de 3 000 milliards de dettes, elle ne peut que nous fourguer tous les clochards de Paris comme conseillers. Il faut quand même leur trouver une place. La preuve, même les militaires, on veut qu'ils les ramènent, elles n'arrivent pas parce qu'elle n'a pas les moyens pour les payer. Et ceux-ci risquent aussi, ayant appris en Afrique. Ceux qui sont dans les pays, ils sont payés également. Ils sont payés, mais pas illimités. On ne peut pas augmenter d'une manière illimitée le nombre de soldats français. Donc, comme ceux-là, à travers tout le Sahel, ont appris les ficelles de coup d'État, Macron n'a pas du tout intérêt à les trouver dans les rues de Paris sans salaire. Parce que coup d'État, ça peut arriver à tout le monde. En France aussi, il y a eu des coups d'État, hein. Attention. Il peut y en avoir. Il y a eu des coups d'État. Bon, il y a eu des velléités, J'ai dit, il y a eu des coups d'État. Ce qui a existé peut revenir. Donc, Macron, la CEDEAO est infestée. Bon, maintenant, dis-moi, si tous ces Français, Chinois, machins sont à la CEDEAO, où est la liberté, l'indépendance de la CEDEAO pour décider? Toi, Gilles, tu ne peux pas travailler à la CEDEAO? Tu peux. Mais on ne peut pas t'amener parce que tu es noir. Les noirs là, nos dirigeants là, ils sont contents que quand ils voient un petit minus de blanc avec eux.
Sans le blanc, ils ne sont pas à l'aise. C'est normal. C'est normal. Innocent Pato. Ouais, non, si je dois ajouter, c'est pour dire que si on a beaucoup d'étrangers, d'expatriés avec nos institutions telles que la CEDEAO, il y a danger, il y a péril en la demeure. Parce que ces conseillers-là ne vont pas vous donner les conseils qui vont à votre avantage. Ils orienteront toujours la couverture vers eux, vers leur pays, vers leurs intérêts. Et comme nous l'avons toujours dit sur ce plateau, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Vous voyez, il est temps, l'heure a sonné pour que l'Afrique se réveille, pour que l'Afrique fasse du bon travail comme il se doit. Et je salue encore une fois ce qui se fait au niveau du Niger, du Burkina et du Mali. Aujourd'hui, la CEDEAO doit s'inspirer de ce qui se fait là-bas pour repenser carrément notre institution sous-régionale. C'est très important. Même l'Union africaine se doit d'aborder, d'approcher ces pays pour s'en inspirer et voir dans quelle mesure on peut réorganiser tout le continent africain. Restez avec nous durant la pause. On va tenter de voir si on peut glaner quelques informations du côté d'Abuja pour voir ce qui se passe actuellement lors du sommet de la CEDEAO. Nous allons marquer une pause. N'oubliez pas, faites-le tout de suite maintenant. Likez cette émission avec votre petit pouce. C'est votre manière de contribuer donc à la promotion de cette émission. Si vous l'aimez, bien entendu. Puis partagez New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui change. À tout de suite, chers amis.